Bonjour à tous. Donc, je tiens déjà à remercier Novabuild et en particulier Juliette et puis Pierre et Julie de m'avoir confié la casquette d'animateur de cette conférence. Qui s'intitule Retour d'expérience BIM et architecture. Donc, j'en profite également moi pour vous souhaiter à tous une très très bonne année, qu'elle soit porteuse de projets aussi bien sur le plan personnel que professionnel. Là, je meuble un peu pour faire ramener du monde dans la salle, en fait. Vous voyez la stratégie. Donc voilà. Donc, si on démarre un petit peu maintenant, je pense qu'il est intéressant de démystifier un petit peu le BIM. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, on entend BIM à toutes les sauces. Donc, je me suis amusé un petit peu. Donc, on parle de BIM Mac, Boulet BIM, les BIMions aussi, c'est tout mignon. Kill BIM, to BIM or not to BIM. Et puis aujourd'hui, on ne cherche plus des projeteurs, on cherche des projeteurs BIM. Belle question, la différence entre un projeteur BIM. Voilà. Donc moi, mon objectif pour cette conférence, voilà, c'est de soulever un petit peu des questions, d'amener un petit peu un côté un petit peu décontracté, on va dire. Qui je suis? Donc je suis Jonathan Renoux, donc je dirige la cellule BIM Consulting d'Atlancad. Donc Atlancad, bon, certains nous connaissent déjà, on est intégrateur des solutions Autodesk et donc on travaille beaucoup sur le BIM aujourd'hui, donc avec des missions d'AMO, de BIM management, de la formation, mais également du consulting. Et on a aussi une troisième branche donc, qui est le développement d'add-on ou de logiciels spécifiques métiers à la carte. Voilà. Donc du coup, pour ma part, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour l'instant. Et je vais pouvoir passer la main à nos deux intervenants, donc Julie Guézot et Pierre Navarra. Bonjour. Donc moi, je m'appelle Pierre Navarra. Je suis co-gérant d'une agence d'architecture qui s'appelle l'agence d'architecture Sona. Nous sommes basés sur Nantes. Nous sommes une petite agence. Cela fait 4 ans à peu près que nous existons. On est donc une agence d'architecture, maître d'œuvre. Et on utilise la maquette numérique et le processus BIM depuis nos débuts. Et on l'utilise sur tous nos projets, que ce soit de la réhabilitation, de la maison neuve, des bâtiments existants, du bâtiment industriel, récemment le musée des Arts à Nantes. Et donc voilà, nous on fait donc de la maîtrise d'œuvre, de la modélisation de bâtiments historiques à partir de relevés 3D. On fait donc de la maîtrise d'œuvre sur des maisons individuelles comme sur du petit logement collectif. Et on intervient aussi dans un lycée, le lycée Aimé Césaire à Clisson, dans lequel on fait des formations autour de la maquette numérique. Et on fait aussi du développement informatique sur des outils qui gravitent autour de la maquette numérique. Donc, je passe la parole à Julie. Bonjour, donc moi je travaille à l'agence AIA Life Designers en tant qu'architecte et aujourd'hui BIM manager. Donc l'agence AIA fait des projets de plus grande envergure, on est assez nombreux, on est 250 à l'agence de Nantes et 600 dans le groupe. Les projets de l'agence AIA, c'est plutôt de l'hospitalier, du lycée, des bureaux. On a tout un tas de projets, de programmes variés. Et du coup, ça amène une autre complexité aussi, sachant qu'en interne, on a architectes et aussi ingénieurs. Donc vraiment, on est pluridisciplinaire. Structure, électricité, CVC, économiste, voilà, tout un tas de métiers autour de l'architecture. Donc ça change complètement l'échelle des projets, la taille de la maquette numérique, de tout le processus qui va venir autour de ça. Mais en fait, ce qu'on a essayé de vous démontrer dans cette présentation, parce que Pierre Navarra et moi-même, on s'est rencontrés en fait, dans l'agence où on travaillait avant que lui monte l'agence Sona et avant que moi j'arrive à l'AIA. On a travaillé tous les deux dans une agence nantaise pendant quelques années, Ened Doloui, qui faisait plutôt du logement collectif. Et en fait, on s'est rendu compte que autant que ce soit du logement collectif ou de la maison individuelle ou de l'hôpital,
notre pratique et notre philosophie, notre façon de travailler dans Revit n'avait pas changé en fait. La logique reste la même, les systématismes sont les mêmes, la philosophie de fond est en fait la même, et quelle que soit la taille du projet, le nombre d'intervenants. Après, ça va rajouter une certaine complexité. Évidemment, quand on est dans une maison individuelle ou sur un hôpital, on n'a pas du tout le même nombre d'intervenants et les mêmes complexités. Mais la façon de modéliser la maquette numérique et de concevoir en fait un projet en BIM ne change pas. La logique est la même. Donc c'est ce qu'on essaye de vous montrer au travers de cette présentation. Ce qu'on va faire du coup, c'est on va suivre en fait les différentes missions de l'architecte depuis la modélisation de l'existant d'après nuage de points. On va parcourir les différentes missions d'un architecte. Évidemment, pas de manière exhaustive, on n'a pas le temps, mais on va picorer un peu comme ça tout au long du projet, au travers de différents cas concrets, soit de l'agence Sona, soit de l'agence AIA, alternativement, jusqu'à la phase d'exploitation, où on commence en effet à voir les prémices en fait, vraiment de l'utilisation de la maquette numérique au-delà des missions de l'architecte. Donc évidemment, c'est aussi, tout ça c'est work in progress, hein. Il n'y a rien qui est parfait, qui est fini, qui est terminé. On n'est pas les meilleurs. Ce qu'on essaye de vous montrer là, c'est justement une façon de travailler et des retours d'expérience. On a rencontré pas mal de difficultés, il n'y a rien qui est magique. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a vraiment gagné énormément en travaillant en maquette numérique. Et quelle que soit la taille du projet. Donc là, le premier exemple, je vais repasser le micro à Pierre. Ça concerne la modélisation de l'existant d'après nuage de points. Alors sur ce slide-là, on voit 3 types de maquettes numériques. Le Louvre des Antiquaires à Paris, la Samaritaine à Paris, c'est le magasin 3, il y a plusieurs magasins de la Samaritaine à Paris, et un petit bâtiment de logement collectif sur Nantes. Donc tout ça, ce sont des projets de maquettes numériques modélisées à partir de relevés 3D. Donc là, ce sont des projets de réhabilitation dans les 3 cas. La maquette numérique, elle est utilisée bien entendu dans cette première phase donc de modélisation de l'existant. Pourquoi ? Parce que dans tous les cas, bien souvent, lorsqu'il s'agit d'un projet de réhabilitation, on n'a pas des plans à jour. Ou parfois, ce sont des plans aussi qui sont des dessins d'époque et qui ne suffisent pas et qui ne sont pas assez fiables pour pouvoir faire des projets de réhabilitation tels que ceux-ci. Par exemple, il faut savoir que le bâtiment de la Samaritaine, par exemple, le prix au mètre carré rue de Rivoli pour un bâtiment comme ça, il est très élevé. Et sur un projet de rénovation tel que celui-ci, on ne peut pas se permettre d'avoir des erreurs très importantes au niveau des plans, et donc au niveau de la maquette numérique. Et du coup, c'est pour ça que le relevé 3D est très important sur ce genre de projet-là. Sur le slide suivant, on est en étude de faisabilité. Donc la maquette numérique et les outils dont on dispose pour générer de la maquette numérique en phase de faisabilité nous permettent par exemple d'intégrer dans la maquette le gabarit constructible pour pouvoir faire des choix au niveau de la réalisation du projet futur. Là, dans le cas de l'extension d'une maison individuelle, on voit apparaître en orange très facilement l'extension de la maison. Et aussi rapidement, on peut sortir des surfaces pour pouvoir adapter le projet par rapport à un programme. Et donc, c'est des choses qu'on peut faire très rapidement et qu'on intègre dès le début, en fait. Ensuite, dès l'esquisse, en fait, la maquette numérique, je ne sais pas parmi vous si pour certains ça ne parle pas du tout, mais ce qu'il faut retenir déjà, c'est que c'est une modélisation 3D et surtout avec de l'information derrière. Et c'est cette information-là qu'il est important de maîtriser tout au long du projet. Et ça commence par, dès l'esquisse, pouvoir par exemple directement intégrer le programme de la maîtrise d'ouvrage. Donc c'est ce qui nous arrive, nous, souvent dans nos projets, par exemple pour un lycée ou même un hôpital. Le client va nous fournir un fichier au format Excel, dans le meilleur des cas. Donc parfois c'est un Word et il faut l'adapter.
dans lequel on va avoir les différentes pièces du programme avec une surface à respecter, différentes informations. Et toutes ces informations-là, à saisir manuellement, c'est un temps énorme. Et on a un outil en complément de Revit qui s'appelle Dynamo, qui est un outil de programmation, qui permet de récupérer toutes ces informations d'un fichier Excel et de les injecter directement dans la maquette. Donc ça nous donne déjà une base de données très complète pour démarrer le projet. Donc on a les pièces en fait, qui sont déjà positionnées dans l'espace. Après, à nous de les positionner dans le projet, évidemment. Ça, c'est plutôt quand on avance dans le projet, en phase d'avant-projet. On a commencé à modéliser notre projet, on le présente au client et là, avec l'économiste, on va essayer de travailler pour trouver des pistes d'économie. Donc ça, par exemple, c'est sur le projet de l'extension de l'hôpital de Saint-Brieuc. On avait un peu hérité du dessin d'esquisse où on avait mis du mur rideau un peu partout où on pouvait pour mettre de la transparence, sauf qu'au bout d'un moment, la réalité tombe. L'économiste nous dit non, on ne rentre pas dans les prix, il faut revoir le projet. Donc on a essayé en fait de mettre en place différentes propositions grâce à un outil qui s'appelle les variantes dans Revit, où directement au sein de la même maquette, sans quitter le projet, on peut faire choix A, choix B, choix C, et du coup directement montrer visuellement au client l'impact visuel en fait directement sur la façade, et puis présenter en parallèle à l'économiste une différence de surface. Donc, ce qui nous permet vraiment d'avoir un outil de communication facile et efficace pour communiquer autant en interne avec notre économiste qu'avec notre maître d'ouvrage. Alors toujours dans la même phase, mais là sur un autre type de projet, plutôt à l'échelle de Sona, de notre agence, c'est l'extension d'une maison individuelle où l'outil, la maquette numérique et l'outil qui nous permet de créer la maquette numérique et d'autres outils aussi qui gravitent autour de la maquette numérique nous permettent en fait de générer des images de rendu assez réalistes et très rapidement. Et je tiens aussi à préciser que par exemple sur ce genre de projet, on utilise aussi des relevés 3D. Ça devient intéressant quelle que soit l'échelle du projet et même sur des petits projets où on a des coûts de relevés 3D qui sont inférieurs au temps qu'on passerait nous à faire du relevé sur place à la main. Voilà, ça je tiens à le préciser, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais les coûts se démocratisent un peu et ça vaut vraiment le coup quoi, pour avoir des plans corrects, rapides, fiables et aussi qui nous permettent aussi d'éviter des erreurs lorsqu'on réalise le projet et même sur une maison individuelle. Ça, c'est toujours sur le même projet de l'hôpital de Saint-Brieuc. Donc là, nous avons modélisé en 3D la tôle perforée. Ça avait une importance pour nous, même si ça pouvait paraître lourd au niveau de la maquette. Un élément comme ça sur plus de 1000 m², c'est assez lourd. Mais c'était important de le faire en 3D parce que bon, déjà, pour rendre graphiquement la façade au client, lui montrer notre choix de perforation, c'était un peu toute l'enveloppe du projet qui était en jeu quand même. Donc il fallait pouvoir lui communiquer de manière réaliste un rendu final, d'être au plus proche de la réalité, pour à la fois justifier l'esthétique et puis surtout en fait l'impact visuel. Quand on est donc là on parle d'un hôpital, donc quand on est dans un bureau de consultation, le patient il a besoin de voir aussi à l'extérieur évidemment, mais il a aussi surtout besoin qu'on préserve son intimité depuis l'extérieur, qu'on ne voit pas en fait ce qui se passe à l'intérieur. Donc il y avait ce jeu de intérieur-extérieur et d'études d'ensoleillement qui était important à régler. Après, là, par exemple, tout à l'heure, je vous parlais de work in progress. Clairement, malheureusement, ces outils-là, pour l'instant, on n'est pas encore au point pour s'en servir en thermique, en études thermiques. Et ça, c'est des choses où on sait qu'on doit avancer là-dessus. Parce qu'il y a vraiment un gain avec ces outils-là. On a presque avancé de 80%. Il nous manque les 20% restants pour que ce soit exploité à fond. Tout ça, c'est du workflow, en fait, du processus à mettre en place avec les outils des thermiciens en parallèle. Justement, nous, en interne, on a donc, comme je vous disais tout à l'heure, les différents métiers et beaucoup travaillent sur Revit, la structure, les fluides, l'électricité.
Et on a en fait nos maquettes qui sont directement liées les unes dans les autres. Donc là, par exemple, moi, je suis dans ma maquette architecture. Et si je fais la coupe et que je zoome, en fait, vous pouvez voir qu'on voit la maquette structure qui est liée, la maquette fluide, la maquette électricité. On a les différentes maquettes qui se superposent et qui sont mises à jour, donc quasiment en temps réel. On est tous sur un Revit serveur, en fait. Donc chacun travaille et met à jour régulièrement sa maquette. Et en face, l'autre personne voit la mise à jour. Donc ça, c'est hyper pratique pour travailler en collaboratif au quotidien. Et d'ailleurs, on a un bureau d'études intégré de synthèse qui fait de la pré-synthèse avant le chantier, qui pendant les études va déjà regarder, même dès la PD, la gestion de conflits entre ces différentes maquettes. Donc là, une question que j'ai souvent, moi, en formation par les architectes, par exemple, c'est oui, mais Revit, c'est un logiciel très rigide, on ne fait pas ce qu'on veut avec. Là, on a l'exemple, justement, où nous, notre bureau d'études synthèse, c'est fabriquer un objet pour eux, en fait. C'est cette petite sphère que vous voyez là. En fait, il s'est approprié le logiciel, il a créé un objet qui lui permettait de répondre à ses contraintes de métier. Donc, par exemple, là, il positionne la sphère à un endroit de la maquette. La sphère, c'est une grosse boule rouge. Si elle est rouge, c'est que c'est hyper important. C'est un conflit grave et qu'il faut le régler de manière urgente. Et ensuite, il y a des petits satellites qui représentent les lots. Et donc, en fait, qui viennent montrer que là, ça concerne, par exemple, je dis n'importe quoi, mais l'architecture et l'électricité. Par exemple, il y a un conflit entre les deux, ou la structure et les CVC. Et donc, ça, en fait, c'est géré par un objet 3D qui a des informations qu'on peut lister, qu'on peut facilement retrouver dans la maquette. Et c'est, encore une fois, un outil de communication déjà en interne, une aide énorme à la conception et une préparation, du coup, du chantier. Toujours dans les outils autour de Revit, là c'est vraiment en direct sur nos plans d'architecte. On va avoir besoin de faire ce qu'on appelle des nomenclatures de châssis, une liste des menuiseries extérieures disponibles sur toutes les façades, de pouvoir facilement les localiser, les numéroter, les quantifier, avoir leurs propriétés. Et ça, ce document-là, c'est un document qu'on fait souvent en phase pro ou DCE. Et qui va être en lien étroit avec le bureau d'études HQE ou les économistes en interne. Donc là, avec eux, rapidement, on valide l'endroit où il y aura des stores intérieurs, des brises-soleil, là où il y aura de la ventilation naturelle, etc. Donc on a tout un tas d'informations dans ces fenêtres qui sont renseignées directement dans les objets et qu'on peut facilement après exploiter en termes de rendu archi, donc avec des étiquettes, des numéros qu'on retrouve dans un tableau pour l'économiste ou avec des couleurs pour localiser facilement. Donc c'est vraiment des outils de contrôle, de communication, de vérification du projet. Là, c'est le projet des bureaux de Caline, l'extension de leur bureau aux herbiers. Autant vous dire que c'est un sujet important pour eux, les menuiseries extérieures. Encore un sujet que je retrouve aussi souvent dans les inquiétudes, par exemple, des architectes par rapport à un logiciel comme Revit, c'est jusqu'où Revit est capable d'aller en termes de graphisme, de rendu, de détails, et jusqu'où on s'arrête dans la modélisation 3D et où commence la 2D. Cette limite-là, elle est propre à chacun, elle est propre à chaque agence, à chaque architecte. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas l'outil qui nous limite. En fait, on peut faire des détails dans Revit aussi précis que dans AutoCAD. Le niveau de détail qu'on va fournir dans la 3D va dépendre en fait déjà du poids du fichier. Plus on détaille en 3D et plus la maquette va être très lourde, et surtout de l'intérêt qu'on en a. Donc plus on fait de 3D, c'est sûr que les modifications derrière sont plus faciles, mais sauf que ça demande un temps de modélisation important. Donc à un moment donné, il faut trouver cette limite-là. J'en discutais ce matin, j'avais une réunion là-dessus. Justement, est-ce qu'à un moment donné, cette patte de fixation, elle est en 2D, en 3D? Ça, c'est à chacun de la définir, mais en tout cas, ce n'est pas l'outil qui nous en empêche, en fait. Alors, toujours dans les outils de communication, on est assez séduit en général par des images 3D, mais ça commence à devenir quelque chose de banal. On est tous habitués à de la 3D. Dans Revit, on a la possibilité de faire des rendus 3D fixes, mais on peut aussi aller chercher des rendus panoramiques qu'on va créer directement depuis Revit, qui sont en fait des fichiers au format HTML. Donc j'ai mis juste
l'icône ici, on va pouvoir basculer dessus normalement si je ne fais pas de bêtises. Je vais y arriver. Voilà. Et donc en fait ça c'est un fichier qu'on sort directement depuis la maquette. Là il est brut, hein, je l'ai pas retravaillé du tout, c'est dans la maquette. Et ça c'est un fichier qu'on peut envoyer au client par exemple. C'est un fichier .html qui est très léger, qui se lit à partir de n'importe quel navigateur web. Et avec la souris il suffit de se déplacer comme ça pour montrer l'espace. Donc ça par exemple ce genre de document, là on est dans l'atrium des bureaux de Caline. Ça permet déjà d'avoir une autre dimension qu'une image fixe ou une coupe sur un espace et de bien se rendre compte du volume. Là, c'est un espace qui est assez grand, donc c'est facile, mais c'est vrai que par exemple dans des projets comme la maison individuelle dont parlait Pierre tout à l'heure, c'est assez efficace aussi parce qu'on n'a pas assez de recul des fois pour faire une image, on est obligé de déformer la perspective pour bien rendre compte de l'espace. Quand on est sur du 360, il n'y a plus ce problème-là. Et encore dans les outils de communication 3D. Du coup, nous, à l'agence AIA, on a investi dans un casque de réalité virtuelle. Au début, moi, la première, hein, j'ai dit « Ah, super, on va jouer ». Donc, on a mis la maquette de l'hôpital de Saint-Brieuc dans le logiciel qui pilote le casque. Et puis, en fait, je mets le casque, je commence à me promener dans le bâtiment. Ah, bah tiens, ça, je ne l'avais pas vu. Ah, ben ça, on n'a pas géré le plafond à cet endroit-là, au-dessus de la banque d'accueil. Ah, attends, tu peux venir ? Donc, j'ai fait venir l'ingénieur structure, économiste, et en fait, on s'est retrouvés à 10 dans cette toute petite salle avec un dans le casque et les autres qui regardaient à l'écran ce que la personne voyait dans le casque. Et on a fait une vraie réunion. On a écrit au tableau Velleda tous les problèmes qu'il y avait dans la maquette, mais finalement qui sont des problèmes du projet. Et on s'est fait comme ça une réunion par semaine. Donc, c'était à la fois ludique, mais très concret. On a vraiment décelé énormément de problèmes dans le projet grâce à ça. Le fait d'être immergé dans un casque, là, vous avez vu le 360, c'est déjà plus sympa qu'une image fixe, mais alors le casque, c'est encore une autre dimension, parce que notre cerveau est complètement trompé. Certains d'entre vous ont déjà dû tester. Notre corps humain est dans l'espace, donc du coup, on a une autre vision de l'espace et on sent mieux les choses. Donc autant, pourtant, je suis architecte, hein, je suis la première à normalement savoir lire un plan. Il y a des choses en plan, ça paraît bien, en coupe, ça paraît bien, et puis tout de suite, on se met le casque et on se dit « Ah oui, c'est quand même dommage, là... cette double hauteur, finalement, elle est perdue là, et là, on se sent un peu à l'étroit, on revoit un peu les espaces. Donc, le plus tôt possible, ça peut être un vrai outil de travail, de conception. Ah, c'est enfin à moi. Ce slide, en fait, c'est pour montrer que la maquette numérique est un outil de communication aussi en phase DET, c'est-à-dire qu'on va pouvoir transmettre la maquette aux entreprises. Et soit on transmet la maquette en 3D parce qu'ils ont des outils pour visualiser la maquette et se projeter dedans, et aussi comprendre en fait certains éléments constructifs. Et soit on peut aussi transmettre des plans. Ces plans-là, on peut les visionner sur une tablette par exemple, et puis faire des annotations dessus. Et après, créer une liaison avec la maquette 3D pour réimporter des modifications qui ont été signalées sur des éléments 2D comme une tablette, par exemple. Et là, en fait, on fait le lien avec encore un autre élément de communication avec non plus un élément 2D, mais maintenant de la réalité virtuelle augmentée. Je peux y aller là parce que c'était ton slide, mais comme tu as beaucoup parlé après, merci. Et tu pourras rajouter des trucs après si tu veux. Ok. En fait, on travaille avec une société qui s'appelle Block in Block. Pas seulement l'AIA, hein, nous aussi à l'agence ONA, on travaille avec cette société-là. Et donc là, ils ont développé plusieurs outils, et notamment un outil qui permet de contrôler, par exemple, l'état d'avancement de construction d'un chantier. Et ils ont une tablette dans laquelle ils ont intégré toute la maquette finie. Et ils la superposent par exemple avec la réalité. Et ils peuvent contrôler par exemple le positionnement d'un poteau ou de n'importe quel autre élément. Et au travers de la tablette et de l'outil qu'ils développent, après générer des rapports pour après envoyer aux entreprises ou etc. ou à l'architecte ou au bureau d'études, pour pouvoir amener des corrections dans la maquette ou pas. Enfin, voilà. Donc en fait, on contrôle l'avancement de la maquette au travers de tablettes comme ça qui intègrent des éléments de réalité augmentée.
Là, par exemple, c'est sur toujours les projets de l'extension des bureaux de Calagne. Notre maître d'ouvrage est très impliqué dans le BIM et la maquette numérique. Oui, mais c'est... Et donc, ils ont fait appel à l'entreprise Block in Block pour justement tester aussi avec eux l'application sur ce chantier-là. Donc, pour, par exemple, aider aux opérations de réception. Et ensuite, eux, ce qu'ils souhaitent vraiment plus que tout, c'est se servir de la maquette numérique au-delà de la conception, au-delà du chantier, pour la phase exploitation. Ils ont vraiment ce besoin-là. Et du coup, Block in Block les accompagne dans ce projet-là. Donc, l'idée, c'est qu'on partirait donc pas de nos maquettes d'études pour l'exploitation, mais plutôt des maquettes DOE des entreprises, ce qui signifie un DOE correct pour que ce soit exploitable, parce qu'un DOE qui ne vaut rien, on n'en fait rien pour l'exploitation. On est tous d'accord qu'aujourd'hui, les DOE, c'est pas forcément tel que construit. Et donc, le maître d'ouvrage qui nous a dit il faut qu'on fasse une réunion. On en a déjà fait une en démarrage de chantier. On va en refaire une là en cours de chantier. On en refera une à la fin pour vraiment sensibiliser les entreprises et les accompagner dans cette démarche-là, leur montrer l'envie de la maîtrise d'ouvrage d'avoir un chantier un peu exemplaire sur la démarche numérique pour que derrière, ce soit le bâtiment en fait, qui soit un gain, en fait, pour l'exploitation, ce soit un gain d'utiliser cette maquette numérique. Donc il y a une envie de sensibiliser les entreprises plutôt que de passer par la sanction, justement. On pourrait se dire, mince, avec les outils, on va sanctionner les entreprises, leur dire, vous n'avez pas bien construit. C'est pas du tout dans cet esprit-là qu'ils veulent faire, c'est plutôt pour leur montrer l'intérêt de bien modéliser leur maquette pour qu'on s'en serve par la suite. Alors, dernier slide. On a déjà perdu 4 personnes. Peut-être falloir qu'on fasse une blague. Oui, voilà. Merci. Ok. Une dernière chose, c'est donc Julie parlait de l'exploitation. Ça, c'est une donnée qui est très importante dans le process BIM, dans la maquette numérique. C'est pourquoi ? Parce que l'exploitation, il y a des chiffres qui le montrent, représente un coût énorme en fait pour la maîtrise d'ouvrage. Et c'est là qu'intervient la maquette numérique. Dans ces deux exemples-là, en fait, qu'on voit à l'écran, le Zénith et le Musée des Arts, on s'aperçoit en fait que les gens qui gèrent ces bâtiments-là, donc là en l'occurrence les deux, c'est la ville de Nantes, à un moment ils ont fait, par exemple dans le cas du Zénith, le bâtiment il a 10 ans, il a été réalisé il y a 10 ans, ils ont une grosse gestion, l'équipe qui gère l'équipe du Zénith en fait gère le Zénith pendant 10 ans. Donc ils ont un contrat là-dessus. Et en fait, ils s'aperçoivent qu'ils ont plein de problèmes. C'est-à-dire qu'ils seront incapables de connaître leur quantité, tout l'éclairage qu'ils ont là-dedans, le nombre de portes, la surface qu'ils ont en fonction des matériaux au sol, etc. Et non, je vais parler un peu plus fort que lui. Et quand ils doivent administrer, quand ils doivent en fait surtout gérer la maintenance, la réfection des sols, etc., l'entretien du bâtiment, tout bêtement en fait, ils ont pas de données. Et ils ont tout ça sur des tableaux Excel, et bien ça leur pose problème. Donc nous, par exemple, on intervient pour faire un relevé du Zénith, pour pouvoir derrière avoir des plans à jour. Et après, qu'est-ce qu'il en découle ? Il en découle plein de choses. Par exemple, un groupe de métal qui veut faire un concert au Zénith, ils peuvent maintenant disposer de toute la volumétrie de la salle pour après pouvoir gérer l'emplacement de leur scène, de leur sono, etc. Et puis, pareil dans le cas du Musée des Arts. L'image qu'on voit là, en fait, on appelle ça le patio ou la cour des sculptures. C'est là qu'en fait ont lieu les expositions temporaires. Et je ne jette pas la pierre à l'architecte qui a créé ce projet-là,
Mais ils se sont aperçus qu'en fait, que tous les plans DOE de ce bâtiment-là, qui vient d'être livré il n'y a pas très longtemps, en fait, ils sont faux. Ils sont faux, c'est-à-dire que l'emplacement des arcades, l'emplacement de l'élévateur en fait, qui amène des œuvres en sous-sol, en fait, il n'est pas correct sur les plans. Et ça, c'est problématique parce que à chaque fois qu'ils réalisent des expositions temporaires, souvent ils aimeraient bien savoir en fait l'emplacement qu'ils ont dans cette cour-là, savoir où se situent les prises au sol pour pouvoir faire une scéno, etc. Et là, ils l'ont pas. Donc c'est pour ça que du coup, c'est malheureux à dire, mais ils refont un scan. Donc ils refont un scan du bâtiment fini, même de la partie cube, de la nouvelle partie. Ils refont un scan parce qu'en fait, ils ont des données qui sont pas correctes. Et puis, du coup, c'est l'occasion derrière de pouvoir imaginer avoir une maquette fidèle de tout l'espace visitable pour après pouvoir travailler sur de la scéno et pourquoi pas après aussi de pouvoir connecter toute leur liste de pièces d'œuvres qui sont dans le musée et savoir où ils sont dans le musée et puis aussi par exemple savoir si telle œuvre elle peut aller sur ce mur-là parce que on a telle distance par rapport au mur ou par rapport à une caméra qui est positionnée, etc. Donc voilà tout l'intérêt en fait aussi de la maquette numérique en phase exploitation. Et même sur des bâtiments qui viennent juste d'être livrés. Et ça, c'est un peu dingue en fait. Alors, j'ai beaucoup parlé, donc je vais te laisser conclure. Oui, donc du coup, l'enjeu de cette présentation, c'était plutôt de vous montrer aussi qu'il y a beaucoup de choses qui sont en cours, comme je disais, qui sont work in progress, que aussi au travers des différentes tailles de projets, en fait, on retrouve un peu toujours cette même logique, c'est-à-dire la fiabilité de la donnée un peu unique, et qu'on maîtrise, qu'on essaye de maîtriser au maximum. Et surtout une cohérence. Donc c'est aussi l'occasion pour l'architecte justement de bien prendre en main son projet du début à la fin et d'essayer au mieux de collaborer avec les autres métiers. Moi je suis convaincue, et encore plus en étant à l'AIA, qu'une bonne collaboration avec les autres intervenants, notamment économistes, structures, c'est aussi derrière forcément un gain en qualité pour le chantier, quoi. Et donc pour le projet final. Par contre, c'est sûr que l'utilisation de logiciels comme Revit, ça demande de la formation, ça demande de l'accompagnement, ça demande surtout une direction qui est engagée et qui est moteur, en fait, parce que l'échec et l'abandon est à portée de main et facile. Et ça peut faire peur. Alors, c'est sûr qu'il ne faut pas lâcher prise, il faut vraiment être motivé et convaincu, mais c'est derrière énormément de gains. Après, on n'est pas là pour vous vendre du rêve et vous dire que c'est facile. C'est sûr que ça demande de la conviction et de s'accrocher, quoi. Merci beaucoup. Donc, du coup, vous rappelez-moi une petite introduction. On parle de BIM à tort et à travers. Là, j'espère qu'on vous a montré que le BIM, ça fonctionne, qu'on est capable de faire des choses intéressantes à partir du moment où on a envie de le faire, qu'on met les moyens et les bonnes méthodologies en place. Donc là, vous avez deux exemples vraiment très très concret. Voilà. Donc moi j'ai la chance de connaître Pierre et Julie depuis de nombreuses années maintenant. Et voilà, donc vous avez des fortes compétences et puis des gens extrêmement sympas qui vont se faire un plaisir de répondre à vos questions. Donc je sais pas, si quelqu'un a une question, n'hésitez pas. Merci. Jean-Michel Morisson, GLR Habitat. Tout à l'heure, vous disiez que ça permet de gagner du temps, de fiabiliser les informations, fiabiliser aussi le travail en équipe. Aujourd'hui, le BIM, on le voit comme une dépense en tant que maître d'ouvrage. Vous pensez qu'aujourd'hui, quand vous chiffrez une prestation, vous intégrez ce gain de temps. Voilà, ce que je veux dire, c'est que le surcoût du BIM, comme on a pu l'avoir au départ, il va peut-être s'amenuiser, quoi. Pour une entreprise qui démarre sur Revit, moi je le vois de point de vue architecte, c'est un coût énorme au départ parce qu'il y a l'investissement logiciel, matériel, formation, perte de productivité. Donc ce coût-là au départ, il est difficile
avoir à long terme, mais c'est un investissement. Alors quand je disais on gagne du temps, c'est parce qu'aussi derrière, on a des projets de plus en plus complexes, de plus en plus d'intervenants, de demandes aussi. Et la complexité d'un projet d'il y a 20 ans n'est pas la même aujourd'hui en fait. Donc ça nous permet justement d'être plus souple face à cette nouvelle complexité. C'est plus comme ça que je le vois. Donc on va gagner du temps sur de la modification. Après, sur le temps d'un projet, c'est vrai que souvent, je vois aussi la vision de maître d'ouvrage, plus ça va vite et moins ça coûte cher et mieux c'est. Ça, je le comprends. Mais il y a une qualité derrière qui est inhérente au temps, au fait de réflexion et justement cette recherche. Le fait de pouvoir faire des variantes, par exemple, comme je montrais tout à l'heure par rapport à la façade, c'est facile à faire dans le logiciel, entre guillemets, une fois qu'on le maîtrise. Mais ça n'empêche pas que derrière, il y a un temps de réflexion et un vrai choix, en fait. C'est plus dans ce sens-là. Moi, ce que je peux dire peut-être, c'est que en fait, notre prestation coûte pas plus cher parce qu'on fait du BIM, parce que de toute façon, on travaille qu'avec ça. Et donc, on n'a pas augmenté nos prix malgré tout. Ce que je voulais dire aussi, c'est que on a un cas bien concret aussi de l'intérêt qu'on a eu à faire une maquette numérique et à faire un relevé 3D aussi. C'était par exemple sur une des photos qu'on voit, en fait, c'est sur un bâtiment classé à Nantes où il était question d'aménager des combles. Et nous, on a récupéré ce projet où il était en phase de pré-commercialisation. Et à un moment, si je me souviens bien, on avait une surface de vente d'un logement aux alentours de 115 mètres carrés, quelque chose comme ça. Et quand on a fait un relevé 3D et après on a modélisé l'existant et le projet avec la maquette numérique, on s'est aperçu qu'on n'avait pas les surfaces qui étaient indiquées sur les préventes. Et c'était même pas 115, hein, c'était genre 108 mètres carrés, un truc comme ça. Et on est à plus de 5 000 € du mètre carré, donc c'est un vrai problème, quoi. Mais on y est quand même arrivé, parce que du coup, on a changé d'isolant au niveau de la toiture, on a changé pas mal de choses pour garantir ces surfaces-là malgré tout. Et on y est quand même arrivé. Donc, et puis on a pris ça... c'était vraiment nos tout premiers projets, donc les 2 semaines, on les a prises pour nous et on ne les a pas facturées, mais on a pris 2 semaines pour faire le scan et pour remodéliser derrière, pour après, derrière, garantir les surfaces. Et finalement, le chantier, on n'en a pas du tout entendu parler et tout s'est très bien passé et c'était chouette. Mais heureusement qu'on avait cet outil-là, quoi. Mais bon, on a perdu... Peut-être la maîtrise d'ouvrage a perdu 2 semaines, mais finalement, je pense qu'elle les a rattrapés sur le chantier. Y a-t-il une autre question ? Bonjour. J'aurais aimé avoir votre avis sur parce que là, on voit plein de qualités sur le BIM fantastique, mais je vois quand même quelques risques de standardisation de l'architecture. Notamment via les fournisseurs qui vont se faire un plaisir de nous donner la bonne fenêtre au bon prix et qu'on va rentrer systématiquement parce qu'on n'aura pas l'argent pour en mettre une autre. J'ai un peu peur aussi de la disparition du dessin, qui est quand même une des compétences principales de l'architecte, c'est-à-dire de pouvoir concevoir des espaces via le dessin. Là, on est sur des logiciels de base de données, c'est-à-dire contrairement à des logiciels comme AutoCAD ou SketchUp même, qui sont des modeleurs sur lesquels on peut encore faire de la conception type dessin. On voit une disparition totale. Je suis convaincu du travail en 3D. Je vois bien l'intérêt sur l'exploitation maintenance. On a eu une bonne con ce matin là-dessus. Mais quand même, je vois des limites et un risque pour l'architecture en elle-même, quoi. Je voudrais bien avoir votre avis là-dessus. Alors, je peux apporter un petit élément de réponse, comme j'ai l'occasion de faire pas mal de BIM management sur différents projets. Et aujourd'hui, j'ai eu déjà des retours sur certains projets où l'architecte a clairement dit que sans le BIM, il n'aurait pas forcément pu réaliser ce projet ou même respecter tout simplement les délais de la maîtrise d'ouvrage. Donc je pense qu'en effet, il y a peut-être un piège, il y a une vigilance à avoir, mais en tout cas,
des retours clients que moi je peux avoir, au contraire, c'est plus un outil, une aide, plutôt qu'une épine dans le pied. Alors, je vais laisser la parole à mes compagnons. C'est une super question, et elle revient souvent, cette question. Je vais essayer de ne pas en dire trop, parce que moi, je ne suis pas architecte. Je pense que tu as quelque chose peut-être plus à dire que moi, mais ce que je constate, c'est que on commence toujours par une esquisse à la main. Et même si à un moment on est amené à travailler sur SketchUp, en fait on fait tout à la main à la base, on réfléchit à la main. Parce que le meilleur prolongateur de la pensée, ça reste quand même le stylo et rien d'autre. Voilà. Après, Revit, c'est plus un outil qui va permettre de, justement, on va utiliser la data pour après pouvoir produire, mettre des pièces, etc., pour avoir des surfaces, etc., pour voir si on est conforme par rapport au cahier des charges. Mais c'est avant tout, en fait, c'est vraiment le crayon et la pensée, en fait, qui va produire le projet. Et aussi autre chose, c'est que souvent on fait une esquisse parfois avec des formes très complexes, et l'outil permet de réaliser ces formes complexes-là. Et ça, c'est hyper important aussi. Donc, moi, je tendance à dire qu'on privilégie d'abord le stylo et la forme de la pensée, et après, on utilise l'outil comme comment dire, c'est quelque chose qui va nous conforter dans notre choix de dessin. Voilà, c'est ce que j'avais à dire là-dessus. Je vais essayer de ne pas répéter, parce qu'il y a pas mal de choses que Pierre a dit, je confirme complètement. C'est vrai que c'est une très bonne question. Moi, je forme des architectes sur le logiciel, et c'est en général, la première question, c'est le coût. La deuxième question, c'est la création. C'est souvent ça qui revient, et c'est en effet une peur importante. Et même les étudiants à l'école d'architecture, c'est aussi une chose qu'ils me disent. Ils me disent, oui, mais avec Revit, on va faire des cubes. Alors, ce que je leur dis en général, c'est qu'il suffit de regarder Zaha Hadid, Renzo Piano, Frank Gehry, c'est des grands architectes qui utilisent justement des logiciels paramétriques pour concevoir des enveloppes complexes et des bâtiments aux formes assez compliquées justement à représenter avec un logiciel 2D comme AutoCAD, par exemple. Ça serait très compliqué de faire une coupe dans le Guggenheim. Ensuite, je leur réponds aussi justement un peu ce qu'a dit Pierre, c'est... ça n'empêche pas le dessin à la main. Au contraire, le dessin à la main, ça va apporter vraiment d'autres choses, d'autres qualités. La maquette numérique, elle est là pour rendre concret le projet et réalisable après en termes de conception technique pour la réalisation, pour le chantier. Elle peut aider dans des solutions d'enveloppes complexes. On a des outils paramétriques que même moi, je ne maîtrise pas tellement c'est assez... riche en fait, la possibilité du logiciel de démultiplier des courbes complexes. Cette limite-là, elle va être justement celle que je viens de dire, c'est que moi-même je ne les maîtrise pas. C'est la maîtrise du logiciel qui va peut-être nous bloquer à un moment donné. Donc on en revient à l'histoire de la formation. Donc l'outil n'est pas un point bloquant, au contraire, il peut nous aider justement et prolonger la réflexion du dessin. C'est une possibilité en plus, en fait. Après, on peut garder des logiques d'AutoCAD dans Revit, on peut intégrer du SketchUp, on peut, dans Revit, même faire des petits volumes simples en 3D. Voilà. Après, il y a différents paliers. Souvent, ce que je fais en formation, c'est que je leur montre comment ils amènent un AutoCAD, comment ils amènent un SketchUp, et on y va par étapes. Il ne faut pas être trop gourmand dès le début et vouloir faire des formes très compliquées dès le début. Forcément, ça demande une maîtrise. Mais au-delà de la maîtrise du logiciel, des fois, ça demande une maîtrise de mathématiques, comprendre les splines, etc. C'est assez complexe déjà. Mais pour concevoir ces architectures-là, de toute façon, ça demande aussi ces réflexions-là derrière géométriques. Je ne sais pas si on a rassuré, répondu à la question. Juste une dernière chose, c'est en fait, j'ai tenté de faire un parallèle, par exemple, avec quelque chose que je connais. J'aime bien dessiner. Et en fait, quand je dessine pas avec les stylos que je connais pas et que j'aime pas, ben en fait, j'arrive pas à dessiner ce que je veux. Et à partir du moment où je vais chercher mes stylos Uniball avec la pointe fine, etc., ben là, j'arrive à dessiner ce que je veux. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'à partir du moment, plus on va maîtriser l'outil, et plus en fait, on va être libre dans notre créativité. Donc, certes, il faut faire, on passe par le crayon,
Mais aussi, il ne faut pas qu'à un moment, l'outil soit un frein au reste de votre créativité, quoi. Et si vous maîtrisez l'outil, et notamment tous les outils qui viennent se greffer à cet outil de conception architecturale, à ce moment-là, ça vous permet d'être créatif. Et la créativité, elle passe par l'utilisation de ces outils 3D-là aussi, quoi. Merci. Oui, vous avez répondu à peu près à l'ensemble de la question, sauf un point qui me paraît important. C'est justement quand on recoupe cette idée de création et d'économie, et je soulevais le sujet du risque de standardisation, qui pour moi va venir dans l'autre sens, puisque demain il y a un risque que les maîtres d'ouvrage comme ils auront l'exploitation des bâtiments, ils auront toutes les données sur les bâtiments. Et quand on a un parc de logements avec 50 000 logements, et qu'on veut mettre toujours le même lavabo et toujours la même fenêtre, demain, on risque de nous demander de mettre toujours la même fenêtre. Et les fabricants vont faire le boulot pour, puisqu'on aura le type de fenêtre, la taille, le prix. Et à la fin, quand on aura tout l'objet, toute la maquette complète avec les objets, il y a un risque qu'on nous dise bah oui, écoute, pourquoi tu as changé ta fenêtre, elle fait 20 cm de trop. On aura beau dire bah oui, mais il y a un alignement à respecter, c'est plus propre, c'est plus. Voilà, si on nous dit bah oui, mais c'est trop cher, il faut mettre la standard, pour moi, il y a un vrai risque. Voilà. Alors là, ça fait penser à un jeudi BIM, Juliette Lavie, c'est parti, c'est dommage, qui avait été organisé par Novabuild. C'était une matinée complète sur justement les bibliothèques de fabricants et l'utilisation des objets standardisés dans les maquettes numériques. Et donc cette matinée était organisée en deux parties. C'était d'abord les fabricants qui présentaient leurs objets et deuxième partie, c'était les architectes qui faisaient un retour d'expérience sur l'utilisation de ces objets dans la maquette numérique. Et en effet, ce sujet-là avait été abordé. Et moi, ce que j'en ai retenu, par exemple, en tant qu'architecte, c'est vrai que j'ai un peu le même retour que cette personne-là. C'est-à-dire que pour l'instant, les objets de fabricants qu'on trouve sur BIMobject ou Polantis ne sont pas faciles à exploiter par rapport à notre niveau de détail de dessin en tant qu'architecte. On est sur des plans de principe, on n'est pas sur du plan d'exécution. Souvent, la représentation de ces objets-là est trop détaillée, trop avancée et trop contraignante pour nos plans. Je pense qu'à un moment donné, c'est aussi justement la possibilité offerte par exemple Revit de créer soi-même ces objets et de pouvoir être libre dans le choix des fenêtres aussi en conception et de ne pas utiliser les objets de fabricants. Les objets de fabricants pourront servir éventuellement aux entreprises plutôt. Eux, ils vont fournir leur maquette DOE avec les objets posés sur le chantier, la vraie fenêtre, pour ne pas citer par exemple K-Line. Et donc ils vont prendre la fenêtre K-Line, le fichier Revit, et l'intégrer dans leur maquette DO. Mais nous, dans notre maquette archi, on aura mis une qui ressemblait, et c'est d'ailleurs ce qui est décrit dans notre CCTP, c'est ou équivalent. Donc on ne doit pas non plus nous aller là-dedans. Après, je pense que là, ça dépasse le débat presque de la maquette numérique, parce qu'on aura le même problème dans AutoCAD. Mais ça re-questionne pas mal de choses dans le métier, et ce genre de questions en fait partie. Hein. C'est la limite de responsabilité, les choix. Voilà. Ok. Moi, je peux poser une question. C'est la question qu'on me pose souvent, c'est est-ce qu'un nuage de points, ça coûte cher ? Je vais donner des prix, quelques-uns. Par exemple, pour une maison individuelle, une maison de 200 mètres carrés environ, un relevé 3D, ça coûte aux alentours de 600 à 700 euros. Voilà. Sachant que si on y va pour faire un relevé à la main, on y va tout seul, on va y passer, on va dire, la matinée. On va revenir à l'agence, on va rentrer nos cotes dans Revit et en fait on va s'apercevoir qu'il y a des données qui ne vont pas. Donc au final on va y passer peut-être 2 jours, et alors qu'un relevé 3D c'est l'équivalent d'une journée de travail, quoi. Alors après je sais bien qu'il faut modéliser derrière, mais ça va beaucoup plus vite, tout en qu'on modélise des choses justes et qu'en plus on évite des erreurs après plus tard. Donc un relevé 3D ça coûte de moins en moins cher, et il existe plusieurs types de relevés. On peut faire des relevés à base de scanners à pied. C'est des scanners, ce sont les plus précis, ceux-là. Maintenant, se développent aussi de plus en plus les scanners portatifs
alors qui ont un degré de précision de 2 à 5 cm, mais qui sont très utiles pour faire rapidement des relevés de cloisons, etc., surtout sur des bâtiments de logement. Donc ça va très vite et c'est moins cher. Et après, on peut faire aussi des relevés par drone pour des grandes surfaces de terrain, ou aussi pour des zones de bâtiments qui sont inaccessibles, comme des toitures, etc. Et les relevés se font à base de photogrammétrie avec une précision d'environ 10 cm. J'espère avoir répondu à ma question. Oui, merci. D'ailleurs, pour aller dans le sens de Pierre, j'ai eu l'occasion de rencontrer une entreprise de charpente métallique qui systématiquement maintenant, sur tous ces chantiers, en fait, va faire un scan 3D du chantier, tout simplement pour s'assurer que les pressellements sont bien en place, etc. Et l'argument aussi, un argument fort qu'il m'avait indiqué, cette personne, c'était que quand on va faire un relevé, on oublie toujours une cote. C'est systématique. Et plutôt que de reprendre la voiture, retourner sur le site pour une pauvre cote qu'on a oubliée, machin, le fait d'avoir le nuage de points, finalement, permet d'avoir toutes les informations, même celles qu'on n'a pas forcément pensé à prendre à l'instant T lorsqu'on a réalisé le relevé. Voilà, donc c'était juste un petit complément, mais comme dit Pierre, hein, c'est des outils plus fiables qui ramènent de la qualité, toujours. Hein. On est dans cette idée-là, quoi. Du coup, il nous reste un tout petit peu de temps. Je ne sais pas si vous avez une dernière question, peut-être. Ah, attends, il restait un truc quand même. Vas-y, remets. Tu mets à la fin. Bonjour. Ma question, c'était est-ce que vous servez de la maquette numérique comme livrable vraiment contractuel ou est-ce que c'est toujours le carnet de plan, on va dire 2D, PDF, qui sert justement de livrable? Je sais que nous, on a le problème en architecte chez AREP. Ce problème-là, c'est un problème souvent aussi de responsabilité, même juridique, et de propriété intellectuelle aussi. Merci. Oui, alors c'est vrai que de plus en plus, on nous demande la maquette en livrable avec les plans, mais contractuellement, ce sont toujours les plans PDF qui font foi. Mais oui, en effet, elle est demandée de plus en plus. Alors, on met une note comme quoi elle n'est pas contractuelle et comme quoi le niveau de définition de la maquette n'est pas équivalent à celui des plans. Quand on rend une maquette DCE, par exemple, on ne peut pas couper n'importe où dans la maquette et partout, elle est parfaite, évidemment. On s'est surtout focalisé sur une 3D, on va dire, à un certain niveau de détail. Et après, dans nos vues en coupe ou en plan, on va rajouter des informations ou éventuellement de la 2D dans des détails, par exemple, qu'on n'aura pas modélisé en 3D, sinon la maquette serait trop lourde. Alors, ce sujet me permet de faire une transition. Il existe un livre qui a été édité aux éditions Erol qui s'appelle le BIM et le droit, et justement qui traite de ce sujet-là. Voilà. Nous, il faut savoir que, par exemple, quand on a monté l'agence, on s'est rapproché d'un cabinet d'avocats qui est spécialiste autour de tout ce qui est données numériques et qui nous a rédigé une espèce de contrat qu'on établit entre les personnes à qui on délivre nos maquettes numériques et justement qui définit quelles sont les limites, à qui appartient la maquette, etc. etc. Donc ça, c'est des choses qu'on a faites et certaines réponses sont dans le livre édité par Erol. Et donc, ce qui permet de faire la transition sur les livres en fait, que vous voyez à l'écran, dont on a ici 3 auteurs parmi les 2 livres. Donc, il y a Jonathan Renou et Steven Chemise qui sont tous les 2 co-auteurs du livre qui s'appelle Revit pour le BIM, qui traite ça te dérange pas si je le fais à ta place? D'accord. Ok. Donc il en est rendu à sa 4e ou 5e édition. Et il traite en fait de l'utilisation de Revit pour la partie structure au niveau de la conception du bâtiment. Et il existe aussi un autre livre qui s'appelle Les familles de Revit pour le BIM, où là, en fait, on traite de la création des familles de catalogues d'objets propres dans le logiciel Revit. Et puis, il y a un 3e livre qui s'appelle Revit pour les architectes, qui a été écrit par Julie Guézot et Pierre Navarra, qui, en fait,
aborde l'utilisation du logiciel Revit en parallèle de la loi MOP. Voilà. Donc c'est vous aider à monter un projet, à produire des documents graphiques en utilisant le logiciel Revit. Est-ce que j'ai été pas mal là? Ça va? Ok. Vous voulez rajouter quelque chose?